Tu nous dis quand ça balance. Ah ouais, t'inquiète pas, je suis dessus là. Sinon, on va être en train de se gratter le nez. Quoi. Surtout pour le nez. C'est bon, tu peux mettre en plein écran. Et c'est bon, c'est parti. Tout à l'heure. Ok, tu nous lances le c'est parti go ou... Bon, c'est parti. Ok, bonjour. Alors, nous allons discuter aujourd'hui avec Robin Plat qui va se présenter sous peu les données au service du sport de haut niveau avec donc sous trois aspects principalement les apports avec des exemples concrets d'apports à la fois pour le terrain, les athlètes, les entraîneurs, les staffs ou à différents niveaux, les limites inhérentes au traitement de données pour que des apports soient efficients et quels leviers ou clés activables pour réussir des projets qui utilisent des données dans notre écosystème du sport de haut niveau qu'on va évoquer avec vous aujourd'hui. Donc, cette présentation est réalisée avec Robin Plat et donc du coup, je vais plutôt présenter Robin qui lui aura le rôle de me présenter. Il est conseiller technique national et référent scientifique à la Fédération française de natation. Donc Robin, quand il a réalisé son master à l'INSEP, puis master 2, il a en même temps passé le concours de professeur de sport qu'il a eu. Il a été conseiller technique. Ensuite, il a eu la lourde tâche de réaliser une thèse entre les deux labos de l'INSEP avec deux directeurs différents, donc plus de relecture et ainsi de suite. Et donc, il a eu son doctorat et par la suite, il a donc été conseiller technique national et aujourd'hui référent scientifique, qui est l'interlocuteur en fait privilégié dans chaque fédération olympique ou paralympique de soit des labos, des entreprises ou startups sur l'innovation pour mettre en place tout l'accompagnement scientifique, l'accompagnement technologique au sein des fédérations. Donc, Robin est avec nous et je te laisse prendre la parole. D'accord, bonjour à tous d'abord, et puis merci Adrien pour m'avoir fait un petit piège de la deuxième slide, c'est sympa. Adrien est donc adjoint du grand directeur de l'IRMES, que maintenant la France entière connaît, vous le reconnaîtrez sans doute. L'IRMES donc, est un labo à l'INSEP qui traite tout un tas de données tous les jours, des milliers, millions de données. Donc au service de la performance, comme vous l'a dit Adrien. Et Adrien chapeaute un petit peu tout ça avec tous les acteurs de la performance à l'INSEP, avec les différents services de l'INSEP, les services recherche, les services médicaux, les entraîneurs, etc. Et même de manière plus large avec l'Agence nationale du sport qui a été créée récemment et qui vise à utiliser toute une stratégie autour de l'utilisation des données pour pouvoir mieux prédire, optimiser la performance et tout ce qu'on va vous retranscrire maintenant dans cette présentation. Donc, des données, merci Robin, parce que c'est exactement, c'est quoi, s'il y a une introduction parfaite, des données pour quoi faire. Donc, on a une approche, donc un petit dessin, ça aide de temps en temps. Principalement, on intervient, alors c'est pas exhaustif, mais sur la détection. Donc, je vais vous mettre un petit pointeur pour faciliter donc sur la partie de détection et plus exactement d'estimation de potentiel. Donc, on va vous présenter des exemples là-dessus où, au lieu de détecter de la performance, comment on va considérer la maturité, l'effet de l'âge relatif pour aller créer des outils avec les fédérations pour estimer des potentiels. On a une partie sur l'analyse de la concurrence. Donc, c'est comment on identifie les schémas des différents adversaires des athlètes français, comment ils gagnent, comment ils perdent et quelles stratégies d'adaptation peuvent être proposées en cohérence avec la connaissance des athlètes français. Et puis, on a une autre partie qui va être sur l'optimisation de la performance, la diminution de risque de blessure. On vous évoquera des exemples également. Et puis, donc, cette présentation aujourd'hui, on l'axe aussi autour des limites, parce qu'il y a énormément de limites quand on utilise les données, à la fois sur la façon, le choix qu'on va faire des données qu'on va utiliser. Vous pouvez parler il peut y avoir une question d'entraîneur sur je sens que mes athlètes sont fatigués, donc comment on peut les aider pour aller monitorer de la fatigue. On peut monitorer de la fatigue de différentes façons.
via des outils du prélèvement salivaire, via des questionnaires de déclaration de fatigue le matin. Ça peut être de la fatigabilité, donc une capacité à réitérer une activité, et donc on regarde sa décroissance. Donc il y a beaucoup de choses, donc on fait un choix sur ces données. Il y a des limites sur, après le choix, la façon dont on va les collecter, les outils, qui peuvent être plus ou moins reproductibles, valides et fiables. Il y a des limites sur la façon dont on traite les données. Si après on va mettre des algorithmes ou des modèles de traitement, là aussi, il faut connaître les limites de tout ça. Il y a des limites sur la partie de visualisation. La visualisation qu'on va fournir génère aussi une orientation qui est faite par rapport aux données d'entrée. Donc, en fait, il y a un vrai devoir déontologique lorsqu'on crée des outils d'aide à la réflexion, peut-être avant d'être à la décision, pour des partenaires qui peuvent être dans des staffs ou pour des athlètes. On doit évoquer toutes ces limites-là. Donc, c'est aussi pour ça que sur cette présentation aujourd'hui, il y a un aspect limite et puis après un aspect qu'est-ce qu'on peut activer pour quels sont les éléments sur lesquels on doit veiller pour s'assurer que ça fonctionne mieux, ces projets qui utilisent des données. Il y en a pas mal. On va aussi vous parler un peu de comment, dans notre écosystème du sport de haut niveau, on ancre, quels sont les tips pour réussir à ancrer une culture de la donnée, ce qui n'est pas forcément aisé. Puis on aura une dernière partie qui est conjointe avec Roba, c'est comment, à partir de l'ensemble des données, là c'est un exemple en natation, on peut accompagner sur construire un modèle de données ou une architecture qui va être au service du modèle de performance d'un staff ou d'une fédération. Et donc, forcément, il y a toute cette partie du dessin là qui va concerner la posture à adopter de notre côté quand on intervient avec les personnes qui réalisent la performance, que ce soit en premier lieu les athlètes, les staffs ou des référents scientifiques. On est là en support, on doit leur libérer du temps, on doit comprendre le contexte et savoir où est-ce qu'on intervient. Par exemple, là, on n'est pas très loin des prochains Jeux Olympiques de Tokyo s'ils sont réalisés. Si on nous demande d'intervenir sur une quantification de charge d'entraînement et qu'on peut percevoir qu'il peut y avoir des éléments en plus à intégrer, c'est peut-être pas le bon moment de le proposer sur l'aspect psychologique que ça peut engendrer auprès de staff et d'athlètes, de leur dire vous ne captiez pas ça, c'est peut-être important de le faire. Donc, c'est surtout, on ne doit pas perturber la perf. Donc, ça, c'est un enjeu dans l'écosystème dans lequel on intervient. Tout de suite et rapidement, poser quelques éléments sur la détection pour laisser la main à Robin sur la déclinaison natation de cet élément-là. Donc, on a construit depuis plusieurs années ce qu'on a appelé les couloirs de performance, qui vont être finalement là ce bandeau de variabilité que vous pouvez voir. Si vous avez en abscisse l'âge et ici la performance en hauteur pour la perche, par exemple, c'est par où sont passés tous les médaillés olympiques. Et puis, ça va nous permettre de positionner les Français et de fournir des outils de visualisation pour observer déjà s'ils sont dans les mêmes trajectoires que les meilleurs mondiaux. Comment on l'a construit historiquement il y a quand même maintenant plusieurs années, on a pris l'ensemble des médaillés olympiques sur 4 dernières Olympiades. Donc là, vous vous retrouvez avec 12 individus différents. Ce qui n'est pas le cas si on prend le 100 mètres, par exemple, sur ces périodes-là où Usain Bolt va revenir plusieurs fois. Et puis, on a tout simplement ploté la meilleure performance en fonction de l'âge, donc ici de la Villénie, et puis des 12 athlètes qui étaient mentionnés juste précédemment. Et à partir de ça, on crée un bandeau de variabilité de l'ensemble de ces performances-là. Et vous retrouvez les trajectoires individuelles de performance ici. Et donc là, la meilleure performance en fonction de l'âge est exprimée pour un athlète français, Renaud Lavillenie, en fonction du couloir des médaillés olympiques. Et ça nous permet, dans un premier temps, de visualiser où se situe l'athlète par rapport à ses contemporains qui ont déjà été médaillés olympiques. Donc c'est un premier élément. Hein. Vous voyez bien que sur cet élément, il y a des informations et des variables qui peuvent être tirées et qui ont un intérêt. On voit bien que là, il y a une pente de progression très importante en dehors du couloir et que la pente là est bien différente. Donc, c'est un autre indicateur sur lequel on veille et qui peut être important. Et donc là, je vais passer la main à Robin pour qu'il y ait la déclinaison opérationnelle pour la natation. Merci Adrien. Alors, j'ai un petit retour. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez ce tour, mais bon, je vais essayer quand même. Donc, cette application, en fait, on a construit une application avec l'IRMES et avec la Fédération française de natation, ce qui nous a permis en fait d'utiliser
une base de données qui, en restant humble, est assez exceptionnelle, puisqu'on a, je crois, une dizaine de millions de performances enregistrées dans cette base de données, qui reprend la plupart de l'historique des performances des nageurs français depuis 15 à 20 ans. Depuis 10 ans, on a quasiment toutes les compétitions qui sont intégrées. Et donc, on peut construire les couloirs de performance que vient d'expliquer Adrien, sur la base des nageurs français, et les décliner en, ici, par exemple, 10 couloirs, 10 déciles, et nous permettre de voir l'évolution d'un nageur au sein de ces couloirs de performance. Et donc, on a quand même une robustesse en termes de data qui est vraiment importante, puisqu'on a vraiment des milliers de perfs par nage, par sexe et par épreuve. Et donc, tout ça, ça nous permet de pouvoir segmenter en fonction de différents profils. L'application, elle gère tout un tas de requêtes qui nous permettent d'identifier plein d'éléments. On n'aura pas le temps de les présenter tous aujourd'hui. Je te laisse changer de diapo. La première chose que vous voyez ici sur cette diapo, c'est sur le 100 mètres nage libre féminin, nos meilleures françaises actuelles. Et on a essayé un petit peu de tracer leurs courbes d'évolution lycée à travers leur âge. Et en fait, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est que bien souvent, en natation et en France, on connaît les profils précoces, ceux qui performent déjà très tôt, on les connaît, on les repère, c'est assez simple, ceux qui sont en bas. Et puis, il arrive de voir performer des nageurs à maturation plus tardive. On voit cette nageuse là en vert qui a commencé la compétition juste après 14 ans, donc ce qui est déjà très tard, et qui a eu vraiment une pente assez incroyable pour déjà se retrouver proche des autres filles à 18 ans et pour en dépasser certaines à 22-23 ans. Et en fait, l'idée, c'est justement de pouvoir mieux repérer ces profils qu'on ne va pas forcément distinguer dans les compétitions de jeunes, parce qu'on ne va pas pouvoir mesurer cette progression. Maintenant, on va pouvoir le faire, mais avant, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait distinguer facilement. Où finalement, on a une culture assez ancrée du temps, de la performance finale en natation. Et ce qui parfois nous faisait un petit peu oublier de regarder notamment les dynamiques de progression. Et donc, voilà l'idée des couloirs de performance, là, que vous voyez en partie grisée transparente, c'est de voir et de développer, on n'a pas encore fini avec l'IRMES, comment est-ce qu'on peut repérer ces changements de couloir. Là, vous voyez ici en rouge le meilleur nageur français sur la dernière Olympiade qui a fait une finale olympique aux derniers Jeux olympiques était très très loin du reste des nageurs français jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et il était dans le couloir 2, voire 3 à l'âge de 15-16 ans, alors que tous les autres étaient déjà bien identifiés. Et en fait, l'idée pour nous après est de comment accompagner ces différents profils. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'ont fait nos concurrents canadiens, qui ont en fait, avec ce type de données ou ce type d'état d'esprit, ont permis de proposer plusieurs programmes en fait, d'accompagnement de la fédération en fonction des profils de maturation. Les maturations tardives ou plutôt les profils précoces. Et un autre exemple qu'on a pu extraire avec cette application, alors c'est pas facile à comprendre comme ça, mais je vais vous le dire assez simplement. En fait, la FFN, la Fédération française de natation, elle enregistre des records all-time, des records historiques par tranche d'âge. Sauf qu'elle arrête ses records au 31 décembre de l'année en cours. Et donc, quand vous êtes né en janvier, vous avez 11 mois de plus que quand vous êtes né en décembre. Et donc, le classement de la FFN sur les nageurs qui avaient 15 ans au 100 mètres nage libre figure ici à gauche sur le tableau. Et quand on prend en fait l'application de l'IRMES et qu'on prend les 15 ans absolus, on remarque que finalement sur le top 10, on retrouve que 5 nageurs
parmi les 10 qu'on avait dans notre base fédérale. Et surtout, on retrouve des nageurs qui, derrière, ont vraiment performé au plus haut niveau, hein, comme Mehdi Metella, qui n'était pas dans la base et qui la figure ici, et qui est né en juillet. Yannick Agnel passe de 3e à 1er dans cette base-là, etc., etc. Et donc, en fait, ça, pour nous, c'est vraiment important parce que c'est quand même quelque chose sur laquelle on communique et où beaucoup de nageurs sont valorisés par ce classement par âge. Et il est possible qu'on ait des abandons de carrière simplement parce que les nageurs se croient beaucoup moins forts que les autres. Et on voit aussi dans ce tableau à droite que finalement, ben voilà, les personnes qui sont en rouge, on en a un né en décembre, un né en octobre, un né en août, un né en juillet. Et voilà, donc on voit un petit peu que ces nageurs-là sont lésés à ce moment-là. Et que si on ne prenait pas en compte l'application développée par l'IRMES, ben, c'est des gens qui pourraient passer un petit peu à côté de nos radars. Voilà pour ça. Désolé pour ça, le micro était coupé pour l'écho. On va passer sur la partie d'analyse de concurrence, donc de vous fournir quelques petits exemples communicables de comment la concurrence peut être scrutée, qui est un des autres corollaires de l'utilisation de données pour le sport de haut niveau. Là, je reprends les travaux de Lionel Révray, qui donc là a travaillé sur l'escalade. Et qui vient de remporter en partenariat avec le laboratoire Guillaume Solière et Issa Moussa le projet Performance Analytics. Donc, il y a 5 fédérations qui sont impliquées sur ce projet, 8 équipes de recherche. Là, ça raccroche sur la notion de libérer du temps d'expert puisque ça va être à partir d'analyse de vidéos, d'être en capacité d'aller récupérer les informations, de fournir des visualisations autour de ces informations et puis, une fois ces étapes réalisées, de pouvoir de travailler sur l'automatisation de la captation à partir de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de staff qui aujourd'hui utilisent des tableaux séquencieurs et des logiciels vidéo qui vont permettre d'aller taguer sur chaque vidéo. Ceci est une telle technique en judo, c'est un uppercut, c'est une passe en handball, c'est un tir, voilà la localisation du tir. Et donc, il y a énormément de temps, c'est chronophage qui va être pris sur ces étapes de tagging. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps d'exploiter au maximum les données issues de la vidéo pour mieux analyser la concurrence, en fournir des informations, quels sont les grands patterns de victoire, de défaite qui peuvent être identifiés pour avoir des retours à partir d'un grand nombre d'informations via la vidéo. Et puis, dans un temps second, de mettre en place des outils pour automatiser cette captation, en tout cas sur les premières étapes qui peuvent être assez simples. Reconnaître des typologies de coups, ou reconnaître des prises, ou reconnaître des tirs pour faire gagner du temps. Je vais vous prendre un exemple en judo qui était les travaux qui ont été réalisés par Issa Moussa durant sa thèse, où je vais vous montrer comment on fonctionne et quelles sont les étapes aujourd'hui qui sont mises en place, où il y a d'abord un aspect, on va décrire comment les athlètes gagnent et perdent dans chaque catégorie de poids. Et puis après, à partir de ces bases, donc toujours taguées issues de la vidéo par la Fédération française de judo, appliquer des modèles un peu plus poussés, ici des chaînes de Markov, pour sortir des probabilités de gagner par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Donc là, ici, cet exemple, il a été choisi parce que c'est aussi par rapport à une base de données, essayer de réfléchir à quelle visualisation est la plus pertinente. Donc là, vous avez la catégorie des moins de 78 kilos. On a pris un circulaire diagramme sur ce choix-là afin de pouvoir représenter les 4 grandes familles de techniques. Les techniques de bras, les techniques de hanches, techniques de jambes et techniques de sacrifice. Où ici, vous avez le détail des techniques donc de sacrifice. Ici, celle de jambes, Sotogari. Et puis, le circular plot va vous permettre d'avoir ici l'occurrence des événements qui vont du déséquilibre au hippon. C'est-à-dire, il se passe un déséquilibre, ça ne marque pas de points, puis vous avez un Wazari, Kinza et puis hippon. Donc là, le combat est remporté. Donc là, vous avez une gradation de l'efficacité de la technique. Quand vous arrivez sur le hippon, ça vous permet de remporter les matchs. Et puis, plus
le diagramme est large ici, l'histogramme est large, plus cette technique a été réalisée. Donc, en fait, rien que d'une représentation visuelle, lorsque ce schéma a été expliqué, ça permet d'avoir une cartographie de quelles techniques sont réalisées dans cette catégorie des moins de 78 et lesquelles amènent à des victoires. De fait, quand on compare la catégorie des moins de 78 avec celle des 48, donc 48, vous avez des distributions qui sont réellement différentes, où là, vous voyez que c'est le panel est plus large d'utilisation de différentes techniques. Par contre, là, les techniques de Horst ne permettent pas de gagner sur l'ensemble de la base étudiée, qui représente près de… Donc là, ici, sur celle-ci, c'est une saison de combat de judo, mais sur la base est beaucoup plus conséquente. Donc, c'est ce choix-là, c'est des données, une perception. Donc, Isaac a réalisé ce travail, était au niveau judo jeune. C'est avoir une vraie connaissance de l'activité pour à la fois comprendre le jeu de données et réfléchir à la meilleure restitution visuelle pour, une nouvelle fois, en fait, pas faire perdre de temps sur des graphiques compliqués au staff, que l'information arrive tout de suite et rapidement et qu'elle soit facilement comprise. Et donc, la continuité a été d'appliquer des chaînes de Markov par rapport aux événements précédents, la probabilité de l'issue de fin de combat. Donc là, ici, c'est la fin du temps réglementaire. Et donc, au début du combat, vous avez 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre, sauf si vous tirez contre Teddy Riner ou Clarisse avec Beninou. Mais normalement, les probabilités font que c'est 50-50 en début de combat, avec 21% de chances de gagner par répond et 21% de chances de perdre. Et lorsqu'il y a 1-0, on voit bien que ces probabilités évoluent. 1-0, c'est-à-dire que vous avez mis une pénalité contre votre adversaire. Donc là, vous vous rendez compte que votre probabilité de gagner augmente de 50 à 65%. Vous avez toujours un risque de perdre, bien entendu. Votre probabilité de gagner par hippon augmente un peu, forcément. Et par contre, il y a toujours une probabilité, une proportion incompressible de perte par hippon en vous exposant. Vous pouvez toujours vous faire tourner à un moment donné. Lorsqu'il y a 2-0, vous voyez bien que ces probabilités augmentent, donc de 83 versus 17 à 10-0 lorsqu'il y a un Wazari, encore plus. Vous pouvez toujours, par contre, perdre par hippon. Mais en tout cas, ces informations-là renseignent pas mal de choses. Elles renseignent dans un premier temps déjà qu'il y a pas mal de combats qui vont en-delà du temps réglementaire. Et puis ensuite, c'est selon certaines situations, on se rend compte que c'est sur l'ensemble de la base de judo, mais quand vous le faites par catégorie de poids, quand vous le faites par sexe, quand vous avez suffisamment de données, ça permet d'aller potentiellement tracer un adversaire. Ce n'est pas du tout les mêmes pourcentages. Et le premier temps de travail là-dessus, ça a été des informations utiles sur la distribution des temps de combat et de repos. Et donc, de pouvoir travailler en intermittent spécifique de l'activité qui n'est pas la même selon les catégories de poids. Donc, c'est ce type d'informations dans la construction qui permettent d'aller d'un aspect très descriptif à un peu plus analytics où on va aller retrouver des ratios de temps de combat, temps de repos qui peuvent être différents. Et puis derrière, sortir des probabilités de remporter le match par rapport à ce qui s'est passé. Donc nous, notre travail, le travail d'ISA s'arrêtait là, c'est que ces informations soient fournies et c'est le staff qui va décider de est-ce que c'est utile à ce moment-là de le fournir à l'athlète ou pas. Eux, ils ont les informations, après ils font le choix autour de la décision. Donc ça, c'est un exemple dans le judo. Étant donné que Robin est là, il va vous parler de handball, je pense. Ah non, peut-être pas de handball, vu que c'est plutôt le référent scientifique de la Fédé de natation. Donc maintenant, un exemple sur l'analyse de concurrence en natation. Yes, merci Adrien. Alors là, je vais vous présenter 3 diapos sur l'utilisation de données. Alors pour le coup, il y a un petit peu moins de stats scientifiques. J'ai choisi de présenter quelque chose qui était censé parler aussi aux entraîneurs, même si on peut arriver à faire les deux. Adrien l'a bien montré. On y reviendra aussi. On a aussi une problématique de temps et de compétences en interne. Mais ce que vous voyez ici, c'est des données issues de captation vidéo d'abord, ensuite de retranscription via des timecodes et un petit logiciel
fédéral qui nous permet en fait de modéliser un petit peu les paramètres de course, ici la fréquence de nage des nageurs. Et là, on retrouve ici les 8 finalistes des derniers championnats du monde sur 100 mètres nage libre. Et l'idée, là, est de montrer en fait aux entraîneurs, voire aux nageurs, hein, comment s'organisent les différents nageurs de la course. Et là, en l'occurrence, quelle est leur fréquence gestuelle au premier 25 mètres, aux 50 mètres, aux 75 mètres, aux 100 mètres. Voilà. On met des petites billes en mettant bien le premier, voilà, ici, donc Caleb Dressel, un Américain qui est vraiment maintenant la star de la natation. Comment est-ce qu'il s'organise? Donc, on a le premier en or, on a le deuxième en gris, on a le troisième en marron. On remarque finalement qu'en termes de fréquence, à part le troisième à la fin, c'est des profils qui sont assez similaires. C'est assez intéressant de voir que notre Français en bleu, Clément Mignon, numéro 7, finit 7e de la course. Il s'écarte un petit peu de ça, il est un petit peu au-dessus de la moyenne en fréquence. Et voilà. Après, c'est un ensemble de paramètres qu'on regarde, hein. Il n'y a pas que ce paramètre-là, mais ça nous permet vraiment d'objectiver un petit peu les différences entre les nageurs, hein. Donc ça parle bien aux entraîneurs et ça permet aussi de voir là où les progressions sont possibles. Donc sur la diapo suivante, on va retrouver en fait… J'aimerais bien la mettre. Elle ne veut pas réellement venir. D'accord. C'est pas grave, je vais en parler un petit peu comme ça. La diapo suivante, elle montre les différences, l'écart de temps pendant la course entre le vainqueur du 100 mètres nage libre et le deuxième, donc entre l'Américain Caleb Dressel et l'Australien Kylie Chalmers. Et donc, j'espère qu'elle va arriver. Moi aussi. Non, elle ne veut pas. Alors, attends, je vais départager et… Et donc, voilà, en attendant, juste tout ça, voilà, hein, pour compléter un petit peu, pour dire que c'est vraiment des informations qui sont utiles à l'entraîneur parce que nous, dans notre domaine en natation, on utilise beaucoup la vidéo, mais la vidéo, on ne voit pas tout sur la vidéo et l'idée, c'est un petit peu d'objectiver finalement ce qui se passe en termes au niveau temporel parce que c'est vraiment des choses qu'on ne va pas forcément capter avec la vidéo. Un changement ou pas, Robin, là? Alors là, non, mais on la voyait quand tu mettais juste quand tu mettais pas le plein écran. Ouais, c'est OK. Ouais, passe pas en diaporama, peut-être. C'est bizarre. Ouais, c'est un peu… Essaye juste de passer la suivante et puis peut-être que ça fonctionnera après. C'est bizarre parce que OK. Je relance le partage. Là, normalement, je pense que ça devrait le faire. Tac. Alléluia. Là, voilà. l'estimation de l'écart. Voilà, donc ici, on a représenté en fait l'écart à chaque instant de la course entre le deuxième, Chalmers, et le premier, l'Américain. Vous constatez qu'en fait, dès les premiers 15 mètres, l'Australien perd plus de 5 dixièmes sur les premiers 15 mètres, sachant qu'à la fin de la course, il finira à peine un dixième. Il perd vraiment en fait la plupart de son désavantage sur la première coulée, hein. Il est moins fort au départ. Il y a peu de variations jusqu'au premier 50. Il repère encore dans la deuxième coulée. Et puis, en revanche, sur les 35 derniers mètres, il est vraiment beaucoup plus fort en fait, que le vainqueur. Et donc, voilà. Et donc, on voit assez bien avec cette image que pour lui, s'il se réfère à son adversaire principal, eh bien, pour rattraper son retard, eh bien, c'est principalement sur le départ et la deuxième coulée qui peut progresser là-dedans. Et ça, c'est des informations importantes pour les entraîneurs pour voir les secteurs sur lesquels ils peuvent estimer progresser ou en tout cas là où les marges de progression semblent plus importantes. Voilà. Et puis le dernier exemple, alors ici, je passe sur de l'eau libre, hein, la natation qui se fait en mer ou en lac, c'est du demi-fond, ça dure 2 heures.
La France a terminé meilleure nation mondiale l'année dernière au dernier championnat du monde. On s'est amusé en fait à faire des petites cartes d'identité de nos adversaires. Hein. Ici, c'est le champion olympique néerlandais, Ferry Wertmann, qui est donc très très fort. Et donc là, on a repris tout un tas de petites bases de données avec pas mal d'infos chiffrées qui nous permettent, c'est surtout le graphique du bas qui est le plus important, hein, le schéma tactique, comment est-ce qu'il s'organise sur chaque course en fait, en termes de pacing, de stratégie d'allure et de positionnement dans le peloton. Et donc après, on essaye de modéliser un petit peu ça et de voir si il a les mêmes patterns en fait d'une course à l'autre. En l'occurrence, ce nageur-là, alors on ne le voit pas très bien sur le graphique, mais à chaque fois, parce qu'en fait le nombre de nageurs est différent hein, d'une course à l'autre, on l'a mis entre parenthèses dans la légende, mais à chaque fois, ce nageur, il part sur les premiers tours derrière le peloton et il se place derrière et il remonte au fil des tours. Et donc ça, c'est aussi des informations importantes pour nous qui peuvent amener à des stratégies. Et par exemple, une stratégie pour battre ce nageur serait d'arriver à sortir du peloton en début ou en milieu de course pour que jamais finalement il puisse refaire son retard. C'est un peu des choses qu'on a l'habitude de voir en cyclisme. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je crois que c'est à moi d'enchaîner. Et ensuite, le PowerPoint est encore en mode têtu. Il y a trop de slides. Donc ensuite, l'idée, c'est de vous. Là, on a parlé d'analyse de la concurrence, mais l'utilisation des données peut également servir voilà, à l'optimisation de la performance hein, en tant que telle et de prédire aussi les risques. Les différents risques qui peuvent être liés au sport de haut niveau et à la contrainte de performance. Donc, l'idée ici, c'est de vous montrer sur cette diapo comment est-ce qu'on peut améliorer la période d'affûtage. Hein. Donc, ce sont les derniers jours qui précèdent la compétition majeure, la compétition objectif, hein, là où on doit vraiment performer. Et donc là, on vous présente en fait un petit tableau qui est issu de données de fréquence cardiaque et de métriques faites le matin au réveil sur donc, des données prises avec une ceinture, un émetteur de fréquence cardiaque. Et on a toute une base de données hein, assez importante sur tout un tas de nageurs qui nous permet eh bien, de mettre des échelles de couleurs, hein, en gros vert, orange, rouge. C'est assez simple pour l'entraîneur et de lui donner une sorte d'état de forme. Je vous ai mis à gauche un petit peu les périodes à quoi correspondaient les différentes périodes. Hein. Donc, il a une dernière compétition en juin. Ensuite, il a une petite période de surcharge. On est parti au Japon en stage avant les championnats du monde qui avaient lieu en Corée. Et en fait, associé à ça, eh bien, on a pu, voilà, moi, par rapport au retour que je peux faire aux entraîneurs, je peux leur dire, voilà, là, il y a un état de forme, là, il y a une petite alerte. Et on voit que finalement, sur les derniers jours, hein, voilà, fin juillet, il arrive à avoir un état de forme très, très important après avoir été un petit peu en difficulté après le voyage et le décalage horaire au Japon. Hein, voilà, là où on voit la bille rouge et le bille orange et la bille rouge. Donc voilà. Un autre exemple pourrait être sur l'acclimatation en altitude. Hein. On a beaucoup de nageurs qui partent en stage en altitude pour maximiser les gains physiologiques, les capacités physiologiques. Alors, je suis un peu désolé, Adrien, je n'ai pas mis les unités sur l'axe des ordonnées. J'espère que tu ne m'en voudras pas. T'inquiète, je les cache avec le pointeur. Et donc là, on a en gros, hein, pour nous, cette métrique, elle caractérise un niveau d'énergie. Le premier jour, on voit que le niveau d'énergie est assez haut. Et dès le troisième jour, en fait, on a vraiment un niveau d'énergie qui s'effondre. Et là, ça nous permet de dire à l'entraîneur, eh bien, attention, le nageur commence vraiment à être fatigué, à manquer d'énergie. Et ensuite, de réguler au fur et à mesure du stage, la charge d'entraînement en fonction du niveau de fatigue identifié. Et tout ça, je n'ai pas le temps de le présenter en fait dans la conférence aujourd'hui, mais c'est vraiment des bases de données qui sont importantes. Hein. Ce nageur-là dont on parle,
Donc c'est un champion du monde de dos libre, de 25 km. Il fait environ 250 à 300 tests par an. Donc le test dure 10 à 15 minutes. De ce test-là, on extrait une dizaine de variables par test. Et donc, vous faites le calcul, hein, ça fait tout un tas de jeux de données dans notre tableur derrière. Et donc, on peut s'amuser à faire pas mal de stats pour derrière affiner finalement notre analyse et surtout sa réponse de performance individuelle. Et donc, de la même manière, alors ça, c'est un graphique assez sympa parce que ça montre la charge d'entraînement qui a été vécue par les nageurs pendant le confinement. Alors, je ne l'ai pas retraduite, mais vous avez les histogrammes qui permettent de voir la charge, le volume d'entraînement total classique. Hein. Donc, vous avez la moyenne ici, vous avez les 3 semaines qui vont précéder le confinement. Comme le confinement, je crois, avait commencé un vendredi, vous avez un petit peu moins sur cette semaine-là. Et puis ensuite, les 8 semaines où le volume d'entraînement a diminué plus de la moitié de leur baseline. Et puis petit à petit, il y a une charge d'entraînement graduelle qui a augmenté. Et donc, si tu cliques, Adrien, je crois que je ne l'ai pas hyper bien superposé, mais c'est pas mal. On a ici les données de fréquence cardiaque dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont superposées sur une moyenne de 7 nageurs. Et on arrive finalement à associer 2 bases de données différentes, les données de charge d'entraînement et les données de fréquence cardiaque, et de finalement voir l'impact qu'il peut y avoir entre les deux. En l'occurrence, ici, une augmentation de la fréquence cardiaque de repos quasiment continue et linéaire sur les premières semaines du confinement. Et puis, une rebaisse, alors normalement, il y avait des petites flèches, je crois, qui doivent arriver, voilà. Et puis, une rebaisse progressive de la fréquence cardiaque qui était associée à une hausse graduelle du volume d'entraînement. Et ça, c'est vraiment des outils qui nous permettent de croiser, on en reparlera tout à l'heure, les différentes données qu'on peut collecter et de vraiment traduire ce qui se produit, quel est l'impact de l'entraînement sur la physiologie ici. Et donc des données qui sont très utiles à l'entraîneur. Et finalement, la conclusion de tout ça, dans cet exemple précis, c'était finalement un retour près des valeurs de baseline après 6-7 semaines de déconfinement. Et donc, l'entraîneur pouvait être un peu plus confiant malgré la situation compliquée. C'est parfait que tu parles du croisement de données, puisque ça, c'est l'approche en fait qu'on a autour de la captation de données des athlètes avec la mise en place d'un athlète management system au sein d'INSEP. Donc, il y a un outil qui permet de centraliser les données, des données qui vont être autour de la performance, de la blessure, bien entendu, des maladies, des modalités de récupération, des courbatures. Alors ici, c'est une grande bulle puisque c'est des charges d'entraînement et des charges de compétition, charges qui peuvent être internes ou externes. Pour faire simple, dans notre jargon du sport, il y a de la charge externe. Fréquence cardiaque, la variation de la fréquence cardiaque, comme pouvait le montrer Robin précédemment. Ça va être des déclarations perçues de l'athlète, de la difficulté de l'entraînement, de la lactatémie pour regarder comment son corps réagit. Et donc, on va capter des informations sur ces charges, mais sur des tests de type profil force-vitesse, comment un athlète peut être puissant, sur ses caractéristiques morphologiques, sur la planification de l'entraînement, la programmation. On va comparer ce qui a été programmé et ce qui a été réalisé par l'athlète. On cherche souvent les asynchronismes entre ce qui est programmé et ce qui est réalisé. Quand un entraîneur met une difficulté faible et qu'elle est ressentie élevée chez un athlète, en fait, ça va permettre de discuter tout ça. Donc, il y a pas mal de données. Elles ne sont pas toutes représentées là, ce n'est pas exhaustif, mais c'est de la fatigue, des déplacements, de la nutrition, du sommeil. Et puis, ce qu'on va chercher à identifier, ça va être, une fois qu'on a des données, quels sont les profils individuels des athlètes. Par exemple, pour cet athlète-là, les moments où elle s'est blessée, c'était très lié à des modalités de récupération pas réalisées ou en fait, on a identifié que c'était selon certains types de récupération après certains types de séances où on pouvait retrouver des blessures qui vont apparaître à ce moment-là. Et donc, c'est forcément lié à des notions de charge
encaissés qui peuvent être élevés. Et c'est dans ces moments-là où on retrouve le plus grand nombre de blessures et de maladies. Donc, ça permet de tendre vers l'identification individuelle de schémas qui, par le passé, ont conduit à un plus grand nombre de blessures. Là, par exemple, pour une autre athlète, ça peut être ces notions de performance vont être très liées aux capacités de charge encaissées au préalable. Et puis, en fait, quand il y a des blessures, on se rend compte que c'est quand ça charge beaucoup, donc en lien avec une planification plutôt sur le cumulé, quand il y a beaucoup de charges encaissées, et que en fait, c'est lié souvent à une problématique de sommeil et de fatigue, donc qui peuvent être liées à la charge d'entraînement qui crée des courbatures, qui va avoir un impact sur le sommeil, mais en tout cas qui va générer de la fatigue. Et c'est dans ces conditions-là, un peu comme l'état de forme que Robin mettait en place, qu'on identifie plus de blessures. Là encore, une nouvelle fois, ces outils d'athlète management system qu'on a pu, donc Athlète 360 pour l'INSEP, va permettre dans un premier temps de créer des tableaux de bord. Donc là, c'est des exemples de la société avec qui on est, parce qu'on ne peut pas forcément mettre en avant les tableaux de bord qu'on construit pour l'ensemble des staffs, des pôles France et des athlètes ici. Mais ça permet dans un premier temps de partager l'information entre l'entraîneur en chef, le directeur d'équipe de France, le responsable de pôle, le préparateur physique, les accompagnateurs qui peuvent intervenir. C'est que entre l'entraînement du matin et celui de l'après-midi, tout le monde est le même niveau d'information autour de ce qui a été réalisé par l'athlète et comment il encaisse la charge d'entraînement. La deuxième temporalité, c'est ce que Robin présentait, c'est un exemple dont je vous parle, c'est créer donc on n'est plus sur le descriptif des données holistique autour de l'athlète, on est sur la création, par exemple, et la validation d'index, comme un score d'état de forme. Donc, on va aller croiser des données et regarder le niveau de validité de ce score par rapport à, alors souvent pour nous, c'est de la performance ou de la blessure. En plus, là, on est sur la partie comment optimiser la perf et peut-être intervenir sur de l'estimation de risque de blessure, qui là serait une troisième temporalité avec des jeux de données conséquents pour avoir des bases d'entraînement pour aller estimer individuellement des risques. Et bien entendu, là, on revient à la première slide où c'est les limites. Lorsqu'on est sur ça, c'est donc estimation de risque ou alors qu'on fait tourner des algos de prédiction, ça va être quelle est l'erreur du modèle, la marge d'erreur autour et la nécessité d'expliquer que c'est ce type de données qui ont été captées, ces modèles-là, il y a des limites partout. Forcément, on capte des données qui, la performance, c'est complexe et multifactoriel. Et donc, de fait, on va avoir une base de données qui est parcellaire. On capte qu'une toute petite partie des interactions. Souvent, les données vont s'impacter les unes sur les autres de façon non linéaire. Vous pouvez encaisser différemment les niveaux de charge d'entraînement et puis votre niveau de sommeil va avoir un impact différent sur votre fatigue d'un jour à l'autre selon les blocs d'entraînement. Et donc, il faut tester des modèles qui dealent bien avec la dépendance des variables et puis qui tendent vers de l'individualisation. Donc, c'est pour ça que derrière, il faut expliquer clairement tout ça pour que la personne qui se trouve face à un score d'état de forme, par exemple, ait bien conscience de ce que cet état de forme représente et tout ce qu'il ne représente pas. Donc ça fait partie dans la partie maintenant des limites, de l'aspect déontologique en fait, qu'il est nécessaire d'avoir quand on crée ce type d'outil. Je vais aller rapidement sur cette partie puisque sur le salon de la data, je pense que c'est perçu et évoqué par les personnes qui sont là aujourd'hui. Donc il va y avoir les biais de mesure, de traitement, de visualisation qui ont été évoqués un peu en amont de cette thèse. Il y a aussi les limites humaines, on les a catégorisées technologiques, humaines, ça peut être d'un autre ordre, mais là c'est pour avoir l'aspect chronophage et donc de ressources. Lorsqu'on tente de créer des outils autour des données, ça prend beaucoup de temps et de compétences, donc il ne faut pas l'ignorer. Nous, on ne peut pas demander que ça incombe à un préparateur physique ou à un entraîneur, donc il faut des ressources pour faciliter ce travail-là. Et donc, ça nécessite des connaissances et des compétences spécifiques. Bien entendu, il y a aussi le biais cognitif où on va chercher peu importe le niveau de connaissance, à être conforté ou confirmer ce qu'on peut ressentir au préalable. Des biais de représentation ou d'interaction. Donc, représentation, il est plutôt connu, mais d'interaction, nous, les spécifiques à l'outil, c'est quand on va comprendre un besoin, travailler avec par exemple les entraîneurs pour mettre en place un outil de restitution et de visualisation et que finalement, deux entraîneurs différents vont avoir un niveau d'interprétation qui ne va pas être le même et les informations sorties de l'outil ne vont pas être le même. Donc là, on va travailler la copie pour améliorer l'outil. Et l'autre biais d'interaction dans notre champ, c'est
il y a plus de poids qui va être donné à cet outil d'aide à la réflexion ou à la décision parce qu'il est métrique, parce que ça utilise de la donnée, parce que c'est joli, qu'on peut jouer avec les données, que les graphiques bougent. Et finalement, non, c'est qu'un outil en plus dans la boîte à outils des staffs qu'on a énormément. Et donc, il faut faire attention à bien, quand il est livré, à prendre la mesure des limites de l'outil et qui vient compléter souvent des perceptions d'entraîneurs et d'athlètes qui ont une connaissance bien plus fine de l'activité. Donc, il faut faire attention à ce biais d'interaction. Bien entendu, il y a les limites éthiques de protection et d'appartenance des données, mais aussi lorsqu'on va utiliser des algorithmes de prédiction, il y a les biais explicites qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi des implicites qui vont être indépendants, par exemple de la base de données d'entraînement, qui peuvent générer des discriminations, ce qui est extrêmement connu par rapport à la reconnaissance faciale et l'historique de la création de cet outil-là. Et puis, il y a celle qu'on a catégorisée plutôt philosophique, parce qu'on ne sait pas trop dans quel est le bon terme, mais c'est vraiment les jeux de données à disposition, même s'ils sont très conséquents à partir de capteurs qui peuvent être en 10 Hz, 10 données à la seconde sur différents axes dans des centrales inertielles, ça va forcément refléter qu'une toute petite partie du monde, et donc là, on n'aura qu'une compréhension parcellaire de cette performance ou de l'émergence d'une blessure, et donc il faut en avoir conscience, bien entendu. Et donc, tous ces éléments-là, toutes ces limites, c'est vraiment un devoir déontologique d'explication clairement de comment est construit l'outil et voilà tous les biais qu'il peut générer pour que les utilisateurs en aient conscience et ce qu'il apporte et surtout ce qu'il n'apporte pas. Donc, après, vis-à-vis de ces limites et des apports qu'on a essayé de vous brosser rapidement avec Robin, je vais avancer sur des leviers et des clés que nous, on a pu identifier, qui facilitent la mise en œuvre de projets, qui impliquent des données, mais alors au sein de nos structures sportives de haut niveau. Là, une nouvelle fois, je pense que c'est assez transversal par rapport aux autres conférences parce qu'on est vraiment sur comment favoriser l'utilisation des données dans une structure particulière. Donc, je pense que c'est évoqué aussi et perçu dans d'autres champs que celui du sport. C'est comment, en fait, par rapport à… Ici, c'est identifié par Kayan et ses collaborateurs, le modèle mental du décideur. C'est plutôt comment, par rapport au modèle, à l'attente de l'utilisateur, on arrive à penser un outil en commun. Et donc, si on réduit l'écart entre le modèle, le besoin et l'outil fourni, on va jouer sur l'acceptation de l'outil. Si on arrive à ce que le modèle pensé en commun avec l'utilisateur tende vers le véritable outil qui est livré, là, c'est la performance de l'outil. Et donc, si vous arrivez à réduire ces deux gaps, forcément, vous accentuez l'adhésion autour de ce projet-là. Et bien entendu, si entre le besoin de l'utilisateur et l'outil qui arrive, vous arrivez à réduire l'écart, là, ici, c'est la performance du décideur qui va être impactée. Et donc, en jouant sur ces trois aspects-là, vous créez de l'adhésion ou au contraire, vous êtes en train de désengager les personnes qui vous sont venues vous demander de l'aide. Donc, il faut vraiment veiller à ces points. Nous, on fait attention à veiller à ces points-là et à mettre en place des grilles d'évaluation aussi avec les utilisateurs finaux sur ces outils pour essayer de les améliorer au quotidien. Donc ça, je vous le détaille en gros, mais je ne vais pas rentrer dans le niveau de détail de chaque aspect. Mais dans ce papier de déclinaison des outils d'aide à la décision du monde de l'entreprise vers le sport de haut niveau, ces auteurs-là, Schilling et Robertson, ont défini trois grands aspects sur lesquels veiller, le contexte, le processus et le résultat, avec des sous-catégories qui vont rentrer dans nos grilles d'évaluation des outils. Je vais juste revenir sur un qui n'est pas la faisabilité, mais les connaissances fournies, parce que là, c'est un exemple en fait qui est dans le sport de haut niveau, donc qui parlera peut-être un peu plus. C'est le niveau de la progressivité du niveau de connaissance. Vous pouvez avoir des données, c'est 18%. Ça passe au niveau de l'information et c'est toujours que du renseignement, mais c'est 18%, c'est le pourcentage de masse grasse ici mesuré par DEXA. La formation qui va être structurée et qui permet de l'analyse, c'est le pourcentage de masse grasse de Jean Eudes, qui est de 18%. Le niveau de connaissance, c'est ce pourcentage de masse grasse de cet athlète en particulier est trop élevé pour son activité ou pour son poste ou par rapport
à sa demande compétitive. Et puis après, vous avez le niveau supérieur qui va faire intervenir le jugement et la décision on doit réduire son pourcentage de masse grasse et qu'est-ce qu'on met en place, un programme nutritionnel et un programme de descente au poids. Et donc, l'exemple, nous, sur l'outil INSEP, l'Athlete Management System, c'est qu'il y a une demande d'appréhension de la couleur des urines pour des athlètes qui ont été mis en place et on aurait pu s'arrêter à juste la couleur ici. Sauf que le niveau, donc là, on aurait été sur le niveau de la donnée ou de l'information et on a essayé de remonter sur l'échelle en fournissant mon état d'hydratation avec un petit mot qui remonte, je suis bien hydraté ou je ne suis pas suffisamment hydraté ou je suis déshydraté avec un score en dessous. Et derrière, des pop-up qui peuvent revenir s'il y a une séance le matin et qu'on arrive à cette couleur d'urine et qu'il y a une autre séance l'après-midi avec des conseils de réhydratation. Pour justement, nous, on se rend compte aussi c'est aussi une grille de maturité. Si on vous demande juste une couleur de l'urine ou une couleur de l'urine pour aller vers du conseil, l'outil a déjà été pensé en amont et donc sur la faisabilité opérationnelle et le lien entre la culture on peut dire de l'entreprise, mais nous, la culture du staff ou du Pôle France par rapport aux données, on a déjà, il y a des étapes qui sont franchies, donc ça va faciliter le projet. L'objectif, va toujours être dans ce contexte de réduire les gaps. Et donc, une des clés qui nous permet de les réduire au mieux, c'est que nos explications soient le plus claires possible entre ce qui est capté, ce qui est traité, ce qui est de la façon dont ça peut être interprété. Et donc, de fournir ce que l'outil permet de dire et ce qu'il ne permet pas de dire. C'est comprendre en fait, c'est donner les clés de compréhension et d'interprétation de l'outil. Et alors au final, Robin pourra en témoigner, mais c'est du temps. Nous, on a un collègue qui passe pas mal de temps à aller expliquer l'application aux collègues de Robin, aux conseillers techniques régionaux. Et c'est de là en fait que viennent les nouveaux challenges et les nouveaux objectifs pour améliorer en permanence l'outil. Et ça, c'est un élément clé qui arrive après. C'est de toujours impliquer l'utilisateur final. Alors, on est dans un contexte où l'utilisateur final, les entraîneurs, les athlètes, ils sont dans une machine à laver tout le temps très occupés. Et donc, du coup, ce n'est pas les impliquer à chaque création de boutique, de boutons ou d'outils ou dans le cahier des charges. On essaye de comprendre le besoin, on construit le cahier des charges et on leur fait valider. Mais à chaque étape, que ce soit, est-ce que c'est bien ça que tu attends comme outil, sans leur prendre trop de temps. Donc des boucles courtes où l'utilisateur est impliqué sur tout le cycle en essayant de ne pas trop lui prendre de temps. Donc c'est un compromis à trouver comme souvent et puis de fournir des grilles d'évaluation de ces outils. Et puis la règle d'or, mais je pense que ça s'applique dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il faut livrer très vite parce que si on attend que l'outil, alors c'est frustrant, soit parfait, et ben la demande elle a évolué. L'outil parfait construit en 2 mois, ce n'est plus la question du terrain d'il y a 2 mois d'aujourd'hui. Et donc, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut accepter de livrer quelque chose très rapidement qui ne soit pas parfait et qui va s'améliorer par rapport au retour des utilisateurs. Juste une slide de petits tips, c'est qu'on a pu soit observer dans des clubs pro, soit dans la mise en œuvre chez nous, soit par la lecture de littérature scientifique sur le sujet. Ce qui fonctionne, nous, pour amener et faire évoluer vers une acculturation autour de la donnée, ça va être tout d'abord que les données, ce n'est pas que des chiffres dans notre contexte. C'est-à-dire que l'information entre l'entraîneur et l'athlète le matin, le regard où il sait qu'il est fatigué, qu'il n'est pas en forme, ça c'est important. La discussion qu'il peut y avoir entre le kiné qui va identifier une amplitude articulaire différente ce matin-là avant une compétition ou avant un entraînement qui va passer l'information au prépa physique. Celle-ci, si vous ne la rentrez pas dans vos bases et que vous voulez aller faire un score d'état de forme ou l'estimation de risque, en fait, là, ce n'est pas un trou dans la raquette que vous avez, c'est une information extrêmement pertinente et donc votre stratégie de captation de données va en pâtir fortement. Donc ça, on l'a évoqué, stratégie autour des données, ça nécessite des personnes dédiées en nombre. L'intérêt, c'est que sur l'étape 1 et dans le partage d'informations, là, ça peut être le connecteur, à la fois en termes de liens et de liens entre les différents départements, les différents entraîneurs, les différentes personnes qui interviennent sur l'athlète. Et c'est pour ça que vu que la performance de haut niveau, elle est vraiment globale, les données, ça offre l'outil de cette vision élargie.
C'est-à-dire que vu que vous avez besoin, Robin va arriver sur le type de données et de bases de données qu'ils peuvent avoir, vu que vous avez besoin des données sur les charges d'entraînement, sur les profils de l'athlète, sur son déplacement, sur son sommeil, sur sa fatigue, ses modalités de récupération, ça peut souvent être en silo et c'est les intervenants qui ont chacun leur base. Le fait de le regrouper, déjà, ça augmente le niveau d'information et de partage au sein d'un staff et donc ça a une vraie plus-value. L'approche, elle marche mieux si elle est progressive, ça c'est logique. Ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, ça confirme l'intuition des athlètes et des staffs. Et donc, du coup, c'est intéressant en tout cas, ça va générer l'adhésion, de confirmer les intuitions ressenties, c'est une chance pour nous, c'est souvent le cas. Ça facilite. Pas abscon. Pas abscon, c'est au lieu de parler de modèle de prédiction et de sensibilité et de spécificité, si vous estimez qu'il va être champion olympique, c'est de dire le modèle est sensible à 96%, ça ne les intéresse pas trop et ce n'est pas le bon langage, mais de dire que dans 96% des cas, on détecte qui est champion olympique et spécificité dans 76% des cas, on évacue bien ceux qui ne sont pas sur un podium olympique, ça va mieux, ça va parler un peu plus. Et puis là, c'est l'importance de travailler en réseau. Et ça, je pense que avec les différents partenaires, Robin pourra en parler mieux puisqu'il est en charge de la partie de la Fédé de natation sur ça. Et finalement, les données, c'est vraiment un outil qui peut permettre d'instaurer une confiance qui est la base pour réussir à travailler et être en support des staffs et des athlètes, puisque ça peut être un outil de partage. Je laisse Robin évoluer sur justement cette partie-là de l'ensemble des données qui peuvent être captées autour d'un athlète. Yes, merci Adrien. Voilà, ça a été très bien illustré l'exemple autour des différentes bases de données ou des différentes informations qui peuvent être tirées auprès des différents membres du staff. L'exemple du kiné, du préparateur physique, du physiologiste qui se partagent des infos, des données. Elle illustre vraiment ce qui se produit au sein d'un staff. Et effectivement, je reviens juste là-dessus en 10 secondes, où finalement, le plus important derrière est comment ça est utilisé, perçu par les entraîneurs. Et en fait, donc, pour retraduire un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent, la complexité pour nous, elle est de pouvoir gérer toutes ces bases de données-là. Je vous ai mis différents thèmes. Alors, à chaque fois, avec une petite illustration que je n'aurai pas le temps de détailler, mais qui montre que voilà, on a au moins là 8 bases de données différentes de performance, d'analyse de cours, de charge d'entraînement, de tests physiques, de questionnaires, psycho, etc. Qui toutes ont une structure pour l'instant différente, toutes impliquent des acteurs qui sont parfois différents, qu'il faut interconnecter. Moi, j'ai déjà eu du mal à faire un graphe qui était interconnecté. Alors, vous imaginez bien que interconnecter les différentes personnes responsables de tout ça est d'autant plus compliqué. Et au niveau ressources, c'est pas évident. Et c'est ça qu'on est en train de travailler avec Adrien et son équipe pour pouvoir finalement mutualiser ces différentes bases de données dans un premier temps, et puis ensuite pouvoir établir des liens entre tous ces secteurs. Et donc, ils vont pouvoir derrière être accolés au modèle de performance en natation. Là, il est très général, mais finalement, il synthétise ce que représente la performance en natation. Vous avez 3 grands champs, la technique, le psychologique, le physique. Autour de ça, tout un tas d'aspects et de paramètres qui vont être mesurés, et autour d'un environnement, évidemment. Et en fait, on va retrouver chaque base de données sur ce modèle de performance qu'il va falloir mettre en réseau. Et actuellement, c'est vrai que ce lien-là n'est pas vraiment fait, surtout par faute de ressources, à la fois de temps, à la fois de personnes, de compétences. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire petit à petit avec l'INSEP, avec l'IRMES, avec l'Agence du sport, pour pouvoir finalement mettre en synergie tous ces aspects-là. Et puis, je vais laisser Adrien conclure sur tout ça. Ouais, les étapes, là, c'est Robin et ses équipes font le travail d'audit et de cartographie de l'ensemble des données. Après, il y a une vraie compréhension ou
de travail en commun, de savoir quelles sont les utilisations au métier et quelles relations doivent avoir toutes ces bases de données entre elles pour créer un dictionnaire et un catalogue de données déjà pour faciliter l'extraction et après à coller une architecture qui va être vraiment au service et un modèle de données au service du modèle de performance. Et donc, pour faire ça, c'est un peu comme la constitution d'une architecture. On doit comprendre toutes les bases, tous les flux des systèmes qui peuvent être connectés les uns entre les autres. Et une fois qu'on a ça, c'est les tests physiques avec le suivi médical et des données morphologiques. Ça peut être réalisé. Il peut y avoir des grands tests tous les 3 mois. Par contre, les performances, c'est sur chaque performance. Les analyses de course, il peut y en avoir pendant les compétitions, mais pendant les entraînements. Le suivi physio et charge d'entraînement, c'est au quotidien et c'est plusieurs fois par jour. Donc, c'est comment ces données vont être connectées, avec quelle temporalité pour répondre ici aux entraîneurs qui vont regrouper le profil de l'athlète avec des tests physiques, le suivi médical, les données morphologiques, le profil psychologique par questionnaire, avec les données quotidiennes où il va y avoir la fiche à tête et comment la charge d'entraînement et le suivi physiologique va venir impacter ces tests physiques qui peuvent être faits plus souvent. Et en fait, il faut comprendre l'utilisation de toutes ces bases-là et leur temporalité. Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? Afin de tenter de fournir l'architecture qui va répondre au mieux. Et puis donc après, le choix de l'outil de l'architecture, en pensant bien sûr sa scalabilité, parce que les utilisations d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain, elles peuvent évoluer et s'améliorer. Et donc du coup, c'est comment donc Robin et ses équipes sont un peu poisson pilote aussi en termes de structuration de ça. Il y a d'autres fédérations qui sont sur le modèle de données au service du modèle de perf, mais il y a aussi pour une fédération, comment on crée une architecture qui va être au service de l'ensemble de la fédération. Donc à la fois des athlètes, des entraîneurs, des staffs, mais sur le développement de la pratique, sur l'ensemble des licenciés, sur le volet sport santé, puisque des informations peuvent se croiser. Une information qui va être utile de comment une charge est encaissée pour un staff et un athlète pour réguler au quotidien peut être utile au-dessus pour un directeur d'équipe de France pour savoir le score d'état de forme que présentait Robin, comment les athlètes sont en forme actuellement au vu d'une échéance et d'une compétition. Est-ce qu'ils sont dans la période où ça charge, la période d'affûtage avant, avoir des métriques qui remontent en fait au niveau directeur de perf, directeur technique nationaux sur l'ensemble de ces athlètes, ou est-ce qu'ils sont sur la planète en déplacement, en stage, en préparation, est-ce qu'ils ont réalisé les quotas pour les prochains Jeux Olympiques, et ainsi de suite. C'est penser en fait toute cette utilisation de données et leur transversalité et le fait qu'une donnée est utile à la fois pour un athlète, un entraîneur et un peu toutes les strates. Donc c'est un travail sympathique qui est engagé et qui est là une nouvelle fois comment on met les données au service du sport de haut niveau. Et donc comment là, techniquement, une architecture peut venir servir un projet de performance d'un athlète ou d'une fédération. Je vais personnellement vous remercier pour l'invitation et donc j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des questions et je pense que Robin va peut-être prendre la main aussi sur cette partie-là. Oui, effectivement, j'ai quelques questions. Je ne les ai pas coupées en fait pendant la présentation parce qu'elles sont venues après au fil de l'eau. J'ai une question notamment concernant est-ce que vous avez des relations avec les autres INSEP des autres pays pour partager l'analyse des données? Vas-y Adrien, moi je peux répondre aussi. Ok. Alors, on a quelques congrès où, donc bien sûr, il va y avoir des scientifiques du sport avec qui on échange sur des thèmes, mais quand c'est un peu touchy, on sait bien que c'est pas publié et que c'est pas échangé. Celui qui est vraiment d'intérêt, on l'a tous les 2 ans, où on rencontre les responsables des analyses de données de concurrence des grandes nations, puisqu'il y a une base de données de toutes les compétitions, catégories jeunes, adultes, hommes, femmes. Donc, cette base de données peut être achetée. Et donc là, c'est un événement qui est créé où il y a les responsables de Team USA, les responsables des analystes de UK Sport, donc c'est les grands Bretons pour les Jeux Olympiques, du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, où là, en fait, il y a quelques échanges sur comment ces données sont utilisées. Après, c'est sûr aussi là, je vais laisser Robin prendre la main sur les compétitions, sur les déplacements. Quand les athlètes étrangers viennent en stage ici à l'INSEP, quand on est invité à aller dans les structures étrangères de type INSEP,
ou sur des groupes d'entraînement, on voit comment ils captent, on arrive à récupérer des informations, mais sur la partie donc terrain et natation, Robin, je te laisse prendre la main. Oui, bien sûr. Bah, après, c'est un petit peu ce que tu as dit, hein. Hormis les congrès, etc., il n'y a pas forcément tout le temps de partage, en tout cas de bases de données. Souvent, des connexions se font simplement par affinité ou parce qu'on connaît les gens. Sur les compètes, on s'est rencontrés, donc on partage un petit peu nos compétences là-dessus. Mais un exemple simple, je vous parlais des analyses de course tout à l'heure. Chaque équipe fait, donc il y a peut-être 20 nations différentes qui fait ses propres analyses de course en championnat du monde, par exemple. Il n'y a pas de partage à ce niveau-là, hein, surtout par rapport au contexte concurrentiel. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les fédérations internationales, en tout cas pour celle de la natation, il y a peu de choses qui sont partagées autour de ça. En revanche, ce qui est plutôt du domaine public, ce sont à la fois les performances. Hein, on peut les retrouver facilement. Il y a même des sites qui s'amusent à pomper tous les sites des fédés de chaque nation et qui remettent ça sous une base de données à eux. Donc ça, c'est assez rigolo. Et puis après, voilà, il y a peu de partage qui peut se faire directement, quoi. C'est vraiment des choses qui sont plutôt informelles à ce niveau-là. Et voilà. Et la dernière chose, c'est que il y a quand même certains pays qui communiquent sur leur programme de performance générale, mais là où on retrouve encore une fois peu de données indicatives sur des personnes précises. Ok, merci. J'ai une autre question. On était sur le partage des infos entre différents INSEP au niveau européen. Là, ça va être une question un petit peu dans le même sens. C'est est-ce que vous croisez les performances entre les sports pour détecter d'éventuels Mathilde de bras qui vient du basket et qui se retrouve au pistard? Sur les aspects, je pense, de détection potentielle d'un sport à l'autre. Est-ce que vous pouvez reprendre la question aussi, les éléments de la question pour, Oui, alors je reprends la question parce que vraisemblablement vous n'avez pas entendu la question posée par le régulateur. Il y a donc une question autour, est-ce qu'il y a des partages de connaissances, de compétences sur l'estimation de potentiel et la détection? Est-ce que ce type de choses sont faites? Oui. On a des équipes qui travaillent sur ces aspects-là, sur la création d'indicateurs communs pour faciliter l'estimation de potentiel. On n'a pas trop le droit de communiquer sur ce qu'on fait autour de ça. Donc, c'est en partenariat pour l'ensemble des fédérations paralympiques, c'est en partenariat avec l'Organisation de la Concorde. Sur cette partie-là, on ne peut pas trop en parler. Ce qu'on peut peut-être discuter, Robin, c'est si tu estimes que c'est possible, c'est ce qu'on engage avec la Fédé de natation sur l'estimation. Oui, bien sûr. Ouais. Je te laisse prendre la main du coup. Je ne voudrais pas aller trop loin, c'est loin. Non, ben, on en a parlé tout à l'heure hein, par rapport Enfin, je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais évoquer, mais ce qui existe sur les trajectoires des couloirs de performance, etc., on sait aussi finalement l'exemple que l'on a construit avec l'IRMES. C'est des choses qui servent maintenant, je crois, qui ont servi aussi à la Fédé de ski, à la Fédé d'athlé. Sur finalement quelles sont les trajectoires idéales en termes de progression, même si on ne les retrouve pas forcément les mêmes d'un sport à l'autre. En termes de détection, eh bien, ça permet aussi de développer des algorithmes pour savoir qui devrait être médaillé ou qui pourrait être médaillé dans les années à venir sur les différentes échelons internationales. Donc voilà, après, l'idée aussi avec la fédération l'IRMES, c'est de pouvoir mettre en place des tests de détection avec notamment des données morphologiques. Donc l'idée derrière ça est de pouvoir identifier, pareil, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, des profils spécifiques qui vont mieux performer que les autres. Et puis, pour répondre aussi à la question, nous, on connaît à la fédération au moins 2 exemples qui fonctionnent bien sur la mutualisation les synergies d'un sport à l'autre. C'est d'abord avec le triathlon. Hein, il y a pas mal de
de connexions qui sont faites entre des nageurs qui pourraient passer au triathlon, voire l'inverse qui peut exister aussi. Et puis surtout, pour le plongeon, là on a beaucoup parlé des nageurs, mais à la fait de natation, il y a aussi le plongeon. Et en fait, la plupart des plongeurs sont issus de la gymnastique. Et donc là aussi, il y a nous, ça nous intéresse, c'est déjà un petit peu fait, même si ce n'est pas forcément formalisé encore. On peut progresser là-dessus. C'est beaucoup de gymnastes viennent continuer leur carrière dans le plongeon. Oui. Pour rebondir, c'est peut-être… oui, c'est des sujets qui sont d'intérêt et qui sont portés à un niveau national de l'Agence nationale du sport, ces sujets-là. Et pour parler d'une chose dont on a le droit de parler, c'est la concurrence. On a pu voir justement dans le directeur de la performance, je me souviens, sur un congrès il y a 2-3 ans, qui avait un modèle donc justement d'estimation de performance pour Adam Peaty, nageur anglais, où en gros il y avait sa trajectoire individuelle de progression et il y avait un temps estimé qu'il allait faire pour les Jeux et un temps estimé pour rentrer en finale et remporter les prochains Jeux. Donc ces réflexions, on le voit dans ces temps où on peut discuter, qui sont rares, hein, comme le disait Robin, avec la concurrence. En plus, quand on discute avec eux, souvent, vous ne savez pas s'ils sont en train de vous mentir ou s'ils vous donnent une vraie info ou s'ils sont en train de vous le faire à l'envers. Donc, il faut essayer de démêler tout ça. Par contre, il y a quelques sorties graphiques ou exemples qu'ils estiment qu'ils peuvent communiquer sur celui-ci, par exemple, pour Adam Peaty, où on l'a vu fonctionner. Ok, merci. Je vais poser une question avec deux questions. J'ai une question sur les bases de données contiennent-elles des informations spécifiques selon les athlètes, en fait, le genre homme-femme. Et ces informations sont-elles utilisées dans la partie charge de travail? Et toujours sur cette même question, est-ce que vous prenez en compte, en fait, notamment dans la partie profilage individuel pour les femmes, la période de menstruation qui a un impact en fait sur le corps et les tendons? Alors, sur la partie spécificité féminine, je vais peut-être rebondir parce que justement, c'est un énorme axe de travail qui est engagé là avec plusieurs fédérations, qui est porté par deux collègues chercheurs, Diana Antero et Alice Meunier, avec plusieurs fédérations où il y a un manque flagrant dans la littérature scientifique de démonstration et de preuves de l'impact des cycles sur les cyclicités de charge d'entraînement, de programmation, de ce qu'on a pu évoquer préalablement avec Robin. Et donc, du coup, c'est des travaux pilotes qui ont déjà été démarrés et c'est une vraie demande à la fois des athlètes, forcément. En plus, il y a une conjonction avec le niveau de performance où, par rapport aux nations contre qui on joue sur les Jeux Olympiques, on a quand même un pourcentage de médailles ramené par les femmes qui est inférieur par rapport aux autres nations. Donc, c'est une vraie problématique aussi de prise en considération qui n'est pas réellement faite aujourd'hui de ces spécificités-là, de l'impact du cycle sur l'état de forme, sur les performances, sur le risque de blessure. En fait, il y a des connaissances qui sont très peu approfondies sur ce domaine-là. Et donc, c'est un projet lancé. C'est sûr que si vous allez chercher sur la littérature scientifique des éléments et des articles sur ce sujet-là, vous ne trouverez pas grand-chose. Et donc, c'est une vraie nécessité. Et donc, c'est en cours. On voit quelques premiers résultats, mais on attend la confirmation avec différentes fédérations de l'impact que ça a sur la performance, notamment. Après, également, juste pour rebondir là-dessus, sur la première partie de la question qui était, voilà, est-ce qu'on caractérise homme, femme? J'imagine qu'il y a d'autres paramètres qui pouvaient être demandés. Ce qui était important qu'on n'a peut-être pas vraiment surligné dans la présentation, c'est que une autre complexité dans tout ça, c'est qu'on utilise beaucoup de données, de data, etc., mais que finalement, pour un entraîneur et pour atteindre la plus haute performance possible, ce que l'on recherche vraiment, c'est l'individualisation. On en a parlé tout de même, c'est vraiment la réponse individuelle de performance en fonction de la charge d'entraînement, de la fatigue, etc., etc. Et
Et donc, en fait, là-dedans, c'est vrai que c'est un petit peu ardu de pouvoir se retrouver à la fois sur les grandes tendances qu'on va observer chez les concurrents, chez les effets de groupe, et sur l'individualité dans tout ça. Mais dans nos bases de données, bien évidemment, on va retrouver l'impact du sexe, du poids, de la taille, des données morphologiques, etc., etc. Ok, merci. Allez, je prends une dernière. La complexité souvent de pouvoir déterminer un état de forme, sachant qu'on ne peut pas forcément se baser sur des données de performance dans les sports, notamment dans les sports co. Comment est-ce que vous faites pour établir justement la notion en fait, de performance et d'état de forme des athlètes? Robin, tu as entendu sur quel sport? Moi, j'ai Les ça sports co. sur les sports co. Oui, tu vas sur le water polo, je commence. Bon, je peux commencer, hein. Ok, comme tu veux. Après, juste pour dire que sur ce qu'on fait, même si moi dans le domaine, alors je connais maintenant aussi bien le water polo, mais il y a tout un tas de tests qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, que ce soit la fréquence cardiaque, des tests physiques, etc., qui sont finalement prédicteurs de la performance. Et après, Adrien dira comment est-ce qu'on peut mesurer cette performance dans les sports co. Adrien connaît ça bien mieux que moi, mais l'idée de remarque, l'idée de l'état de forme, c'est justement de pouvoir mesurer tout un tas de paramètres qui vont être identifiés comme corrélés à la performance. Et le deuxième, c'est que même si on cherche à connaître l'état de forme n'est pas tout le temps lié à la performance. Il y a tout un tas d'autres aspects qui entrent en jeu et c'est important de le noter. Maintenant, je laisse répondre à Adrien sur les sports pro. Je suis complètement d'accord avec Robin. L'état de forme et ce qui peut être tracé au niveau individuel va être pertinent, même si les états de forme cumulés de l'ensemble des athlètes ne vont pas faire un état de forme global de l'équipe. Donc, c'est beaucoup plus, c'est un autre niveau de complexité qui est ajouté, mais toutes ces données donc, qui peuvent être traquées de niveau individuel vont renseigner et sont, alors là aussi, associées plus ou moins fortement selon l'activité, le sport, la discipline. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de travaux qui sont soit déjà réalisés par des étrangers, soit en cours, soit publiés sur, par exemple, sur le rugby. On avait construit un indicateur de jouer ensemble. Donc, c'est des sélections cumulées partagées. Combien de fois les joueurs ont déjà joué ensemble avant de commencer? Ça, c'est les travaux de Guillaume Solière qui, justement, travaille sur le projet Perf Analytics, l'analyse de concurrence. Et donc, les graphes de réseau, par exemple, vont très bien fonctionner. On va regarder qui fait le maximum de passes à qui passe la balle à qui, et ça permet des franchissements ou ça permet des passes décisives. Et donc là, c'est pareil, c'est aller chercher les schémas qui conduisent collectivement à la réalisation d'un objectif commun. Est-ce qu'on peut retrouver à travers des bases de données donc de la performance pendant la compétition des événements qui permettent d'analyser la concurrence une nouvelle fois, de mieux s'adapter, de voir comment on gagne, comment on perd, pareil pour les adversaires. Et puis toute la partie qui peut être qui a été montrée sur des sports individuels là, juste avant, va quand même être utile sur l'estimation d'un état de forme, à réguler individuellement pour que chacun soit au maximum sur la ligne de crête, de maximum de préparation pour un événement. L'affûtage, il est individuel, même dans un sport collectif. C'est les travaux de Bruno Marié, Diane Lemeur avec le rugby à 7, où ils ont pu montrer l'affûtage, c'est avant une grande compétition, vous allez diminuer le volume d'entraînement. Alors, le pourcentage est attesté selon certains sports et selon si on est sur une prédominance aérobie ou sur nécessité de force, de puissance, d'accélération. Et donc, ce qui a pu être montré, c'est que sur un groupe de rugby à 7, cette capacité de rebond, donc en gros, on va décharger un peu en volume, maintenir une intensité élevée pour que les capacités d'adaptation de l'organisme soient optimales et ça permet d'avoir un rebond et d'être encore physiquement en meilleure adéquation avec la demande compétitive au moment de la compétition. Et ce pic-là qui est recherché par la diminution de la charge, il est individuel.
Et donc, même si vous jouerez 15 joueurs dans une équipe de rugby ou 7, si c'est rugby à 7 ou 7 en malle, et ben, du coup, ce pic-là, vous pouvez individuellement aller le tracer. Ça va être un apport pour individuellement comment il se recrée. Et après, vous me rajoutez la strat, comment on joue ensemble et comment on crée une synergie et tous les leviers qui peuvent être activés là-dessus. Donc, c'est un niveau en plus de complexité, mais auquel les données individuelles sont également utiles. Allez, j'en prends une dernière. Il y en a pas mal des questions. Vous avez suscité de l'intérêt, je ne vous cache pas. Allez, y a-t-il beaucoup de personnes qui portent des thèses ou des doctorants dans votre milieu? À la fédération, on est 3 sur à peu près 80 à 90 personnes à bosser, enfin, cadre ou salarié de la fédération. On est moins à bosser dans le domaine pur de l'accompagnement scientifique ou de la performance. Mais, donc, c'est à vous de juger si c'est peu ou beaucoup. Pour nous, c'est peu. C'est déjà pas mal pour une fédération. Je pense qu'Adrien a d'autres exemples où il n'y en a peut-être pas du tout. Mais ça, en tout cas, la tendance, si je ne me trompe pas, hein, Adrien confirmera, mais et que petit à petit, voilà, il y a de plus en plus de thèses qui peuvent être financées, de thèses qui surtout sont applicables sur le terrain et qui permettent en fait d'aider les coachs. Ça s'ancre de plus en plus dans la culture des coachs de pouvoir bénéficier de l'expertise de scientifiques de terrain. Mais voilà, je laisse Adrien compléter. Il y a un truc qui se passe en 2024 là, sur Paris, s'il n'y a pas de pandémie et des étapes successives de pandémie. Et donc ça a eu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ça a un vrai effet levier puisqu'il y a eu un programme prioritaire de recherche avec des financements extrêmement conséquents qui demandait de la transversalité, de la pluridisciplinarité. La fédération de natation s'est très bien structurée vis-à-vis de ce programme prioritaire de recherche où des gros projets ont été financés dans ce cadre-là. Et donc, ça a des effets leviers où l'INSEP a créé un réseau d'accompagnateurs scientifiques de la performance et donc qui regroupe ces référents scientifiques des fédérations. Et donc là, on a déjà vu l'augmentation du nombre de référents scientifiques dans les fédérations. On voit aussi, nous, dans le laboratoire, où le nombre de thèses chiffres donc, qui vont rentrer dans la fourchette de défiscalisation d'une entreprise ou d'une fédération augmente. Donc, ça va dans le bon sens. Il y en a de plus en plus. Certes, il y a des fédérations qui commencent ou qui n'en ont pas. Et puis, il y en a qui ont des cellules d'accompagnement scientifique ou de recherche comme la natation, le rugby, le football, l'aviron, le ski, qui sont structurés depuis plus longtemps et qui vont avoir plus de ressources. Mais en tout cas, le mouvement est engagé et il y en a de plus en plus. Et on invite tous ceux qui écoutent et qui sont passionnés par la donnée et qui aiment le sport à rentrer en contact parce que justement les partenaires, nous, plus on est de fous, plus on rit, hein, toujours plus on va croiser les compétences, les regards, les aspects. Donc on est complètement ouvert sur les partenariats avec même des entreprises extérieures, des startups pour justement enrichir des capacités au service des athlètes et des staffs. Super. On arrive au bout. Merci à vous deux, Adrien et Robin, pour cette intervention. C'était très intéressant, explicite, avec de vrais cas d'usage concrets. Très belle conférence de votre part. Je vous laisse le mot de la fin avant de nous quitter. Et puis, un grand merci encore à vous d'avoir participé à cet événement de Salon de la Data un peu particulier de son plateforme web. Donc, un grand merci à vous deux. Merci beaucoup à vous. En tout cas, c'était super sympa pour moi, pour nous, de faire ça, de présenter ça. C'était cool d'avoir des questions, d'avoir suscité de l'intérêt. Et donc, j'espère qu'on pourra un jour se retrouver sur ce type d'événement, tous en présentiel. Voilà. Merci à Adrien aussi de m'avoir proposé de faire ça avec lui. C'est sympa. La date est prise pour 2021, Robin. C'est noté.
Le mot de la fin de Robin est parfait. Merci pour l'invitation et ravi d'avoir que tu aies accepté, Robin, de faire ça parce que c'était sympa. Les exemples en natation, il y a l'appli qui est pour vous, mais on ne sait pas comment on peut communiquer et on n'en a pas forcément. Donc, c'était cool de s'organiser et de te tendre quelques pièges sur certaines slides, de ne pas te mettre les tiennes et de te faire commencer à l'envers. C'est toujours un Ça a été plaisir. finalement. En tout cas, merci le Salon de la Data pour l'invitation. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci pour votre sourire en tout cas. Très bonne journée. Salut. À bientôt. Merci. Bonne journée.